À partir du 17 novembre 2018, chaque samedi, les Champs-Élysées durant près de toute une année se paraient d'une robe jaune. La France entière avait alors les yeux rivés sur ce vaste mouvement contestataire venu des quatre coins de l'Hexagone. Mobilisés dans les zones rurales et dans les grandes villes sur les ronds-points et les parkings, les Gilets jaunes levaient le poing réclamant, entre autres, un changement de politique fiscale, une augmentation générale du niveau de vie, un référendum d'initiative partagée ou encore le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ébranlant le pouvoir en place, réinventant les modes d'action, le mouvement des Gilets jaunes a été un raz-de-marée sur nos écrans, la prise de conscience générale d'une France loin de la réalité des grands boulevards et des quartiers d'affaires. Si aujourd'hui, en raison de la crise sanitaire et de la vaste entreprise de répression policière, le mouvement s'est quasiment éteint, il a pourtant participé à un éveil collectif d'une France alors ignorée par les médias traditionnels et les observateurs, ceux-là même qui les qualifiaient de violents ou d'enragés. C'est cette France que notre invité du jour a sillonnée durant près d'1 an et demi pour réaliser cette enquête, le réveil de la France oubliée. Bonjour Anthony Cortès. Bonjour. Alors, Anthony Cortès, vous êtes journaliste à Marianne et vous avez réalisé cette enquête. Et j'ai une question. Il est vrai que depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a un regain d'intérêt de la classe intellectuelle pour la France rurale. On peut notamment citer l'ouvrage de Christophe Guilluy sur la France périphérique. En tout cas, c'est celle d'une France qui s'éloigne de Paris, des grandes métropoles en général. Mais vous avez fait le choix d'accentuer le regard sur les villages. Pourquoi particulièrement ? D'abord, parce que ça s'est inscrit dans une histoire personnelle. Je suis un rural, d'abord, je suis originaire des Pyrénées-Orientales. Et quand j'ai vu ce mouvement des Gilets jaunes-là émerger, évidemment, ça a fait écho à mon vécu. J'ai retrouvé la France, celle que j'ai quittée, cette France combative, cette France capable de se penser politiquement, cette France qui a faim aussi, qui a envie de s'en sortir, qui a envie de relever la tête. Et c'est cette France-là qu'on entend malheureusement trop peu dans les médias. Quand on parle de cette France-là, souvent on la montre comme quelque chose de folklorique ou alors de dépassé, de réactionnaire. Et depuis ce mouvement des Gilets jaunes, on la prend davantage, en tout cas on la considère un peu plus. On se dit qu'elle est peut-être pas si bête et qu'elle est capable de s'engager. Et alors pourquoi j'ai voulu parler d'elle, c'est tout simplement pour montrer, au-delà du fracas et de ce chaos que ça a créé dans les villes, qui pour moi est un mouvement positif, et on en reparlera peut-être. Mais si j'ai voulu en parler, c'est parce que elle montrait, dans ces villages-là, elle montrait une capacité d'initiative impressionnante. Elle est capable de réinventer son modèle économique, elle est capable de réinventer un système démocratique à l'échelon local. Et tout cela, ça fourmille dans les villages, mais on le sait pas assez, malheureusement, nous, vu de Paris ou vu des médias parisiens ou de la classe politique nationale. Et c'est cette France des villages qui a été majoritaire, selon vous, dans le mouvement des Gilets jaunes ? Pas majoritaire, en tout cas majoritaire, c'est la France périphérique, évidemment, celle des périphéries, des petites villes, et donc de la France rurale qui est une composante certes minoritaire, mais qui comptait. Et c'est important à relever, parce que c'était presque surprenant. Cette France-là, souvent, on la montre comme dépolitisée, pas forcément capable de réfléchir, de réfléchir au niveau de la théorie politique, en tout cas, d'inventer un contre-modèle démocratique. Et sur les ronds-points, justement, on l'a trouvé, cette France-là. On l'a trouvé, cette France qui avait envie de solidarité, qui avait envie de réflexion, qui avait envie de se penser à nouveau. Et donc, elle n'était pas majoritaire, mais en tout cas, elle était là. Et il faut le montrer. Est-ce que, selon vous, la crise sanitaire, depuis le premier confinement, on le voit, les citadins se précipiter vers des domiciles secondaires dans la campagne, est-ce que la crise sanitaire va permettre de se reconcentrer plus durablement sur cette France-là ? C'est possible, d'abord parce qu'elle a créé un déclic chez les citadins. Au-delà de leur cas personnel, elle a réussi à montrer les failles de la ville. Alors, on le voit, il y a par exemple un urbaniste qui s'appelle Guillaume Faburel, qui le montre très bien, qui montre que le Covid a touché les zones très denses en population, donc les villes. Ensuite, le confinement, les différents confinements ont montré que la ville est déshumanisée. On a vu ces citadins qui se sentaient très, très, très seuls et de plus en plus individus, en tout cas électrons plutôt que maillons dans une
communautés. Et au contraire, le Covid a montré que les villages et que la France rurale avaient justement les qualités qu'on peut rechercher dans cette période-là, c'est-à-dire une communauté plus restreinte dans laquelle on peut se penser en collectif. Il y a aussi un cadre de vie particulier, de grands espaces évidemment, mais un coût d'installation moindre. Donc d'abord, ça a créé ce déclic-là chez les citadins, et puis ensuite, ça a créé une phase de réflexion aussi. C'est-à-dire qu'on se demande si notre vie n'aurait pas davantage de sens ailleurs. Donc je pense que ça peut créer une nouvelle ère, c'est-à-dire une ère de, comment dire, voir la population plutôt que de se concentrer dans la ville, penser sa vie aussi sur ces territoires qui peuvent proposer un certain potentiel et davantage de sens. Ça a donc fait créer cet effet-là dans la population, et je pense que la classe politique, comme les médias, s'en saisiront, et ça peut créer un élan particulier, oui. On a de plus en plus d'emplois aujourd'hui qui demandent à ce qu'on ait de grandes connexions économiques et sociales. Ce sont des emplois qui sont permis dans les grandes villes, tandis que les métiers de la campagne, on le sait, sont quand même très menacés par l'industrialisation, les délocalisations, la modernisation en général. Est-ce que c'est malheureusement pas une trajectoire qui va durer? C'est vrai qu'on est dans une trajectoire, en tout cas on est dans un déclin en cours, c'est vrai. Il y a d'abord l'agriculture qui portait les territoires ruraux, qui portait la France, qui était un moteur de la France à l'époque, et donc la ruralité était un moteur de notre élan. Elle est plus qu'en déclin, hein, depuis la Troisième République. Il y a eu la désindustrialisation, vous le disiez, mais il y a quand même un potentiel. Je pense qu'on n'est pas obligé d'accepter ce déclin et de se dire que de toute façon on ne pourra pas s'en relever et qu'il faut accepter cet état de fait. Au contraire, et d'ailleurs c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que les villageois, les campagnards, comme on le dit parfois péjorativement, se saisissent de tout le potentiel des campagnes pour créer une offre particulière de services, de commerce. Par exemple, ça peut paraître anecdotique, mais ces commerces qui sont repris sous statut associatif pour créer du lien, ça vient de citoyens, ça vient d'élus aussi. Ces communes comme Trémargat en Bretagne, qui constituent une SCI pour racheter des terres inoccupées, et ensuite, une société civile immobilière. Donc, en fait, ils rachètent les terres alentours, se l'approprient quelque part, et puis ensuite, une fois que la commune est propriétaire de ces terres, la loue à moindre coût pour ceux qui veulent s'installer, des nouveaux ruraux comme des locaux, et ensuite créer des épiceries en tout cas, voilà, on crée les conditions d'un véritable circuit court pensé à échelle locale. Ensuite, il y a aussi des citoyens qui créent des commerces ambulants, qui essaient de répondre à un vide. Enfin, voilà. Alors, je ne dis pas que ça va créer un système économique nouveau, évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, il y a ces bourgeons qui sont des sources d'espoir, qui peuvent créer des emplois. Et puis ensuite, je termine là-dessus, mais il y a aussi une quête de souveraineté et d'autosuffisance, que ce soit, et d'autonomie, que ce soit alimentaire comme énergétique. On le voit par exemple à Ungersheim, en Alsace, qui a la plus grande centrale solaire d'Alsace. C'est un village de 300 ou 400 habitants, je ne sais plus exactement, mais qui a créé 150 emplois. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un énorme potentiel économique. Malheureusement, pour l'instant, c'est davantage les citoyens et les élus locaux qui s'en saisissent, plutôt que la classe politique nationale. Quelles mesures économiques on pourrait mettre en place pour soutenir les campagnes? Alors, c'est difficile à dire, moi, de mon point de vue, parce que je suis journaliste, qu'évidemment, j'ai davantage vocation à rapporter la parole plutôt qu'à faire des propositions. Mais en tout cas, je pense qu'on devrait remettre au goût du jour le localisme. Alors, peut-être que certains vont bondir, ils vont dire le localisme, c'est une idée d'extrême droite. Non, le localisme, c'est une idée de la gauche des années 70, de la gauche à l'époque anti-étatiste, qui ensuite est partie malheureusement vers l'extrême droite, comme beaucoup de sujets que la gauche a abandonnés. Mais je crois qu'on devrait revenir vers ce localisme, ou en tout cas, si on ne veut pas employer ce gros mot, vers le circuit court. D'abord parce que il y a un énorme potentiel, on le dit, en zone rurale, notamment sur le plan agricole et alimentaire. Et puis ensuite, il y a une envie de côté de ces populations de retrouver une certaine fierté, un certain orgueil, et tout simplement, j'ai juste envie de dire que ce localisme-là, c'est pas un repli sur soi. Au contraire, c'est se valoriser soi et valoriser nos propres ressources et nos propres richesses. Ça fait bien longtemps qu'on ne le fait plus, et c'est peut-être le moment de réfléchir à cette proposition-là.
Et qu'est-ce qu'ils proposent, eux, pour recréer cette activité économique dans des endroits qui sont quasiment désertés aujourd'hui? Pour recréer une activité économique, d'abord, ils proposent de recycler d'anciennes recettes. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan, agricole, j'ai vu beaucoup de personnes de ruraux comme de néo-ruraux essayer de relancer, une façon de faire, par exemple, sur le plan agricole, en fonctionnant à partir d'une petite production et d'une clientèle, fidèle. En fait, c'est clairement faire le pari de changer le mode de consommation. Et alors, ce sont des petites recettes qui ne feront pas système, mais en tout cas, qui peuvent créer de petits cercles vertueux et qui peuvent à terme concurrencer, par exemple, les centres commerciaux. Et c'est en fait créer un contre-modèle. C'est refuser le grand fonctionnement, le grand monde, la grande ville pour essayer de créer des petits cercles vertueux. Vous évoquez aussi des épisodes d'autogestion Mm. dans votre enquête. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, quand je suis arrivé dans ces villages, souvent, j'ai pensé au mouvement autonomiste espagnol, c'est-à-dire de la fin 1870 à la guerre civile espagnole. C'est ces villages qui ont voulu se penser seuls, qui ont voulu créer leur propre modèle démocratique, mais qui ont voulu aussi créer leur propre service public, leur propre système d'information, etc. Là, c'est vraiment ce que j'ai pu voir dans ces villages parce qu'en fait, on a intériorisé qu'il y avait un oubli, qu'il y avait un mépris de l'État. L'État ne sera pas là, ne sera plus là. Donc on va se concentrer, même si c'est pas dit clairement, même si c'est pas dit en communauté à l'origine, on va se concentrer sur nos propres recettes, on va se concentrer sur notre propre façon de vivre et notre propre capacité d'exister. Donc on va créer notre propre façon de consommer. On va reprendre des commerces, on va lancer des entreprises avec des modèles particuliers. On va aussi reprendre des services publics. Ça aussi, on le voit, ça paraît fou chez nous en France, alors qu'on est le pays, normalement, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit régulièrement, des services publics. On va reprendre, j'ai vu des familles, des associations qui reprenaient des écoles. C'est-à-dire que des écoles qui étaient censées être publiques, qui ont été fermées parce que malheureusement trop peu fréquentées et donc fermées, finalement, c'est des parents qui les reprennent sous statut associatif avec une volonté démocratique, comme on dit, avec Montessori, etc. Et donc, ce modèle d'autogestion-là, c'est vraiment, voilà, on répond à l'oubli, on répond à l'urgence aussi, parce qu'il y a encore des familles qui y vivent, et on va créer nos propres recettes. Alors, ce qui est intéressant dans le même temps, c'est que oui, il y a une autogestion, il y a une autonomie, en tout cas une volonté de s'autonomiser, mais en même temps, on ne rejette pas complètement le modèle français et même pas le modèle jacobin, en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que quand on parle avec eux, dans la grande majorité, je ne veux pas essentialiser évidemment les ruraux, mais en tout cas, quand on parle avec eux, ils ne se présentent pas comme en rupture avec la nation, avec la République. Au contraire, ils disent, voilà, nous, on veut que la réponse vienne de l'échelon central, évidemment, on veut que la réponse vienne de Paris, même si on veut quand même une part d'autonomie, notamment pour nos élus. Mais voilà, on est abandonné, on a plus de financement, les différentes réformes territoriales de modernisation, comme on dit bien souvent, ne sont pas pensées comme nous, ou en tout cas, elles ont pour objectif de réduire d'assécher nos finances. Donc, il faut bien qu'on apporte une réponse, en fait. On va pas se laisser mourir. On aime notre territoire, on aime notre façon de vivre, on aime notre culture locale. Donc, on va se retrousser les manches et puis on va y aller. On va se réinventer. Et quand vous évoquez le municipalisme Mm. dans votre enquête, ce n'est pas quelque chose qui rentre en contradiction avec justement le Ouais. modèle jacobin? Ça rentre en contradiction, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une réponse temporaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est-à-dire, voilà, il y a un vide, il y a un vide politique, il y a un vide aussi, un vide politique au niveau local, hein. Il y a la gauche, ou d'ailleurs à droite aussi, mais on s'est absenté, on a laissé un grand vide, et puis à l'échelle nationale, on n'apporte pas forcément les bonnes réponses. Donc il faut bien s'organiser. Et le municipalisme, c'est quelque chose qui n'avait pas forcément de prise dans la campagne en 2014, par exemple. En 2014, pour les élections municipales, il y avait, si je ne me trompe pas, 7 ou 8 listes dans toute la France. Et après le mouvement des Gilets jaunes, après les assemblées populaires de Commercy, on en a dénombré plus de 300. C'est énorme. Évidemment, elles n'ont pas accédé toutes au pouvoir, hein. Il y en a eu très très peu. Mais ça montre bien que voilà, ce peuple-là, ce peuple rural a envie de se réapproprier la politique, elle a envie de s'en saisir, elle a envie de réfléchir à des solutions, elle a envie de jouer un rôle aussi dans le fonctionnement démocratique. Donc voilà, le municipalisme est une réponse. Alors je ne dis pas que ce sera la réponse qui va s'installer dans les campagnes, mais en tout cas pour l'instant, c'est un mouvement qui s'étend.
Merci beaucoup, Anthony Cortès. Merci à vous. C'est la fin de notre émission de l'Instant Écho. Si vous voulez connaître plus en détail l'enquête d'Anthony Cortès, n'hésitez pas à vous procurer son ouvrage « Le réveil de la France oubliée » aux éditions du Rocher. Si notre émission vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et pour soutenir l'information indépendante, devenez sociaux, faites un don aux médias et à bientôt.